Épisode numéro 47 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tout le monde et merci d'être à l'écoute pour ceux qui nous écoutent en live le mercredi à 20h, 20h01 même maintenant, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube, ou à tous ceux qui nous écoutent dans un format podcast plus traditionnel. Merci d'être là. Charles-Alexis Brisebois à l'animation, avec à mes côtés le collègue habituel Sébastien Berroir. Monsieur Berroir, comment allez-vous? Ça va bien, habituel, sauf la semaine dernière. Oui. Un petit séjour sur la liste des blessés de séjour. J'étais éligible à revenir aujourd'hui, puis là, je vais effectuer un retour au jeu. Fait que ça, dans le fond, c'est la preuve que t'es pas Anthony Rendon parce que genre t'es revenu durant l'année, mettons. Non, c'est ça. Si j'avais été Anthony Rendon, tu m'aurais pas revu. Là, probablement que ça serait allé à l'an prochain. Ouais. J'aurais fait un épisode en 2025, c'est assez. Là, Oui, quand c'est t'aimes ça. pas ça, c'est ça. Puis j'imagine que tu parles juste espagnol puis que tu parles pas anglais aussi. C'était Anthony Rendon, là, comme il l'avait si habilement dit aux journalistes là, quand il voulait pas répondre à leurs questions. C'est ça. Si, Seigneur. De toute beauté. Et juste pour se padder, on s'est dit tout d'un coup que Sébastien, il décide de faire son Anthony Rendon, on a décidé d'inviter Pascal avec nous pour se protéger. Pascal Harvey, comment vas-tu, mon cher? Ça va bien, messieurs. C'est toujours un privilège, un plaisir d'être avec vous. Est-ce que je suis considéré comme un frappeur de choix ou un lanceur de relève? Qu'est-ce que tu préfères? Oui, c'est ça, c'est à ton choix. J'aime mieux frapper que lancer, là. Fait qu'on va y aller avec le frappeur de choix. Quel frappeur de choix tu veux être, d'ailleurs? As-tu un nom en particulier? JD Martinez. Ah oui? Non, c'est vrai, il va changer de sport éventuellement. Oui, c'est ça. Mais, un redoutable joueur de pickleball, ça. Voilà. Mais allez-y comme vous le souhaitez. Je les aime tous. Fait que ça veut dire qu'on a deux frappeurs de choix parce que Félix aussi, la semaine passée, c'était un frappeur de choix. Fait qu'on commence à avoir quand même Félix, c'était un frappeur suppléant parce qu'il venait de frapper. C'était un frappeur suppléant, OK. Ouais. D'accord. Mais en tout respect pour JD Martinez qui a eu une belle carrière, tu as une équipe en ce moment, donc j'ai le goût d'y aller plus vers un Otani ou un Alvarez, là, un des bons de sa profession. Effectivement. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de qualifier. Otani, je suis fier d'être comparé à Otani d'abord. Voilà, absolument. Il faudrait que tu lances, par contre. Tu disais que tu aimais mieux frapper que lancer. Au mois de mai, on s'en reparlera. Parfait. C'est ça. Fait que dans le fond, si on résume, Pascal, c'est Otani et Alvarez. Sébastien, Rendon, on a dit que tu n'es pas Anthony Rendon. Oui, OK, merci. C'est tout le monde sauf Rendon. Oui, vous êtes ça. On va dire Mike Trout, tiens, parce que même si tu te blesses, tu reviens. Oui. Puis tu as déjà été bon. Fait que... si on avait un podcast de hockey, on pourrait dire que tu es James Van Riemsdyk, parce que même avec 4 dents cassées, tant de points de suture, tu reviens dans le match quand même. Bon. Et les joueurs de hockey, on le sait, sont dans un monde à part. Oui. Absolument. C'est des drôles de bébites. Sur ça, messieurs, je propose qu'on commence avec le bloc sur les Blue Jays de Toronto. OK! Blue Jays! Let's play ball! Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a des rumeurs qui circulaient depuis un petit bout qui se sont confirmées. Max Scherzer qui a choisi de signer avec les Blue Jays de Toronto. Pascal, ceux qui s'attendent à Max Scherzer version Nationals de Washington vont être déçus. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à un peu plus que Max Scherzer version Rangers du Texas? Tu sais, quand il était au Texas, quand il lançait, il n'a pas été vilain, Max Scherzer. Le problème, c'est qu'il n'a pas lancé souvent. T'sais. Est-ce que tu penses que cette année-là, 2024, a moins lancé, puis même 2023, ça a été plus difficile? Penses-tu que ça a permis à son corps de se régénérer ou tu penses que ça va être un peu du pareil au même, puis rendu à Toronto, ça va être un petit peu plus difficile niveau santé? Là, comment tu vois sa charge de travail à Scherzer? Moi, je pense que les dirigeants des Blue Jays ont dû faire leur travail là, dans le cas de Scherzer. Ils ont dû aller à la pêche aux informations, à savoir, son état de santé, est-ce qu'il est capable de lancer une saison complète? Combien de manches il peut donner maintenant aux Blue Jays? C'est une autre paire de manches. Il ne faut pas s'attendre à voir le Scherzer de début de carrière, évidemment. Là. Puis, il va être sûrement lancé plus qu'il a lancé au Texas, malgré que, comme tu le dis, quand il a eu l'occasion de le faire, il n'a pas mal fait. La venue de Scherzer à Toronto, ça va permettre au minimum de placer Ariel Rodriguez dans la chaise de releveur, dans la meilleure chaise pour lui. Ouais. Il a aidé au niveau de la rotation. Il n'a pas eu une fiche exemplaire. Je pense qu'il y a eu une victoire, 8 défaites ou quelque chose comme ça. Mais il a quand même donné des manches à John Schneider. Maintenant, l'avenue de Scherzer va permettre
de mettre un peu tout le monde dans la bonne chaise. Tu parles de Rodriguez, puis c'est intéressant parce que Sébastien, il faut quand même s'attendre à ce que Yariel Rodriguez soit utilisé comme un partant au camp d'entraînement. Tu sais, je ne pense pas que dès le début de l'année, on va se dire écoute, tu es un releveur, tu vas te pratiquer à lancer juste une manche. Moi, j'ai l'impression que justement, ce que les Blue Jays veulent faire, c'est d'avoir une certaine profondeur. Puis, au pire, tu l'envoies en longue relève, puis une fois de temps en temps, tu lui fais lancer quelques manches. Mais je ne serais vraiment, vraiment pas étonné qu'on roule à 6 partants durant le camp d'entraînement, puis que c'est les 5 qui doivent former la rotation, incluant Bowden Francis, incluant Max Scherzer, incluant Berrios, Gausman et Bassitt, et qu'on y ajoute Rodriguez, que ces 6-là soient des partants. Puis écoute, à moins d'une énorme catastrophe ou que Bowden Francis s'écroule durant le camp d'entraînement, là, en temps et lieu, on enverra un gars comme Yariel Rodriguez en relève, prêt à venir justement sauter dans cette rotation-là si jamais il se passe quelque chose. T'sais, même si, à part Scherzer, les 4 autres, c'est quand même des gars qui ont tendance à rester en santé, mais le but, c'est d'avoir cette profondeur-là, puis d'avoir la possibilité de dire, une fois de temps en temps, on va le ramener, ou si on a une grosse séquence de, je ne sais pas moi, un 13 matchs en 14 jours, te dire on va donner un repos au gars puis on va amener Rodriguez pour un départ, quelque chose comme ça. Je pense que c'est ce que les Blue Jays veulent faire ultimement. C'est ce qu'ils doivent faire parce que à un moment ou à un autre, Yariel Rodriguez va lancer dans la rotation en 2025. On le sait, que ce soit pour remplacer Scherzer qui, à moins d'un miracle, va se blesser, que ce soit pour remplacer un Francis qui a des difficultés. C'est sûr et certain que Rodriguez va lancer dans cette rotation-là. Donc, on doit commencer le camp printanier avec cette rotation à 6 partants. Puis quand la saison débute, mais là, c'est lui qui est le plus susceptible d'aller en relève parmi les 6 partants qui sont établis. Là, tu le places, comme tu l'as mentionné, en longue relève. Si ça va très bien, tu peux même lui donner des missions très importantes en fin de match. Mais on le sait qu'il va revenir à un moment ou à un autre dans cette rotation-là. Donc, doit lancer des manches, doit être prêt à en manger des manches pour donner un repos à cet enclos de relève-là. Donc, c'est la chose à faire dès le début du camp d'entraînement. On ne sait pas à quoi s'attendre durant une saison. Durant les dernières campagnes, on a quand même été épargné du côté des blessures, mais tout peut changer. Ça peut changer en un instant, puis on se retrouve avec 2 partants sur la liste des blessés. C'est sûr que c'est Rodriguez qui monte dans la rotation. Puis c'est important d'avoir cette profondeur-là, Pascal, parce que tu le sais comme moi là, dans le baseball, là, puis les Dodgers de l'an passé, puis des dernières années en sont la meilleure exemple. Tu ne peux jamais avoir trop de profondeur dans une rotation. Tu sais, en ce moment, on a beau se dire, écoute, c'est parfait, puis là, après ça, tu as Yariel Rodriguez qui arrive, puis il y a Alek Manoah qui va revenir au mois d'août, puis il y a Jake Bloss qui va pousser dans le 3A, puis il y a Adam Mako qui est un espoir, puis Trey Savage qui pourrait pousser, puis tu peux me nommer tous ces noms-là, puis dire, il y a une belle profondeur chez les partants, puis c'est vrai, mais l'an passé, il y a combien de lanceurs et d'espoirs des Blue Jays qui se sont blessés sur le monticule et qui ont subi des Tommy John? Ça peut déraper excessivement rapidement. Puis, Pascal, si tu as besoin d'aide au mois de mai, les équipes, ils ne vont pas te lancer une bouée juste pour le plaisir, pour tes beaux yeux, parce que tu es sympathique ou parce que tu fais pitié. Là. Si tu as besoin de lanceurs partants en cours de saison, si tu veux des lanceurs de qualité, il faut que tu mettes le prix. Fait que tu es aussi bien d'en avoir plus que passer au camp d'entraînement parce que le problème va se régler par lui-même. Tu vas en manquer éventuellement. C'est sûr que tu n'as jamais trop de lanceurs, tu n'as jamais trop de bons lanceurs. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers Scherzer, qui n'est pas un genou, là, tout le monde le sait. C'est même quelqu'un qui a beaucoup de manches derrière la cravate. Puis tu parles d'Alek Manoah. J'ai lu en quelque part que Scherzer pourrait même servir de mentor à Manoah pour le ramener sur le droit chemin. Est-ce que Scherzer a la personnalité et l'intérêt de devenir un mentor, je ne le sais pas, mais juste prêcher par l'exemple, juste se tenir en forme, juste être présent pour chacune de ces présences-là dans le cadre de la rotation, déjà, il peut servir d'exemple, de bon exemple. Puis les bons exemples, ils ne manquent pas dans la rotation actuellement. C'est tous des lanceurs qui sont sérieux, c'est tous des lanceurs qui sont aussi très enlignés sur les performances de l'équipe. Donc, oui, c'est un ajout majeur, puis il ne faut pas compter que Rodriguez, comme tu le dis, va passer l'année dans l'enclos des releveurs. Donc, on va servir de toutes les possibilités qu'on a actuellement. Puis, c'est à nous de voir comment on peut travailler avec ça, là, du côté de Toronto. Ton point est bon, Pascal, parce que oui, on a des vétérans, oui, on a des leaders, mais c'est peut-être pas le genre de leader que Alek Manoah a besoin. D'avoir un gars qui est un petit peu dans la même lignée que lui, qui a le feu dans les yeux, réussir à canaliser cette énergie-là de la bonne façon, tout le contraire de Manoah, peut-être qu'il va apprendre justement de cet exemple-là, tandis que s'il regarde un Kevin Gausman ou un José Berrios,
Oui, c'est des bons leaders, c'est des bons vétérans, mais peut-être que c'est pas exactement ce qu'il a besoin, que ça le rejoint un peu moins, puis il va pouvoir progresser avec la présence d'un Scherzer dans l'alignement. Absolument. Moi, j'ai l'impression que ça peut être un aspect, justement, tu sais, Kevin Gausman, là, je suis persuadé qu'il est un bon leader dans la chambre des Blue Jays, sauf qu'il n'y a pas le même feu dans les yeux que Max Scherzer puis qu'Alek Manoah. Tu sais, peut-être que, justement, Manoah va regarder Scherzer aller puis qu'il va peut-être comprendre certains trucs aussi pour la suite de sa carrière, ce qui ne serait pas une vilaine chose. Tu sais, je pense pas que Scherzer est débarqué à Toronto avec l'objectif premier de se dire « Ah, je vais aider les jeunes de l'organisation à fleurir ». Tu sais, clairement, il est Il est là plus parce là dans que. sa carrière, là. Non, c'est ça. Tu sais, il est là pour. Par la force des choses, il va les aider. Puis je suis persuadé qu'il y a beaucoup de jeunes espoirs ou de jeunes lanceurs, n'importe quel lanceur, en fait, parce qu'il n'y a personne qui a eu la carrière de Max Scherzer à Toronto, qui vont graviter vers ce gars-là en se disant « Hey, je peux apprendre d'un Hall of Famer ». C'est sûr que par la force des choses, il va l'être un peu, Sébastien, un leader dans ce sens-là. Mais à la base, il est là parce que probablement qu'il sent que c'est la meilleure équipe qui lui a donné les chances de gagner. Là, ce gars-là, c'est un gagnant à la base. Là. Il n'est pas venu à Toronto pour faire du tourisme. Là. Non, exactement. Puis même si on peut douter des chances des Blue Jays, lui, dans les formations qui lui ont fait des offres, probablement que c'était la meilleure ou celle qui, à ses yeux, avait le plus de chances de se rendre assez loin. Donc, lui, il est là pour gagner, mais quand même, quand tu es un vétéran qui, oui, est un gagnant, tu as quand même un rôle à jouer dans le vestiaire, dans l'abri, dans l'enclos. Peu importe, tu dois prêcher par l'exemple. C'est ça qu'il doit faire, puis j'ai pas de doute qu'il va le faire. Ça veut pas dire que c'est son rôle premier, que c'est qu'il a été amené là pour ça, puis c'est ça qu'il veut faire. Mais par la force des choses, j'ai pas d'inquiétude qu'il va le faire. Puis, messieurs, on pourrait avoir la même réflexion sur Justin Verlander à San Francisco. Il n'est pas débarqué à San Francisco nécessairement avec le but d'aider les jeunes lanceurs des Giants. Il va le faire en prêchant par l'exemple. Il va le faire en aidant les Giants à performer. Puis, possiblement que lui s'est dit aussi, les Giants sont peut-être l'équipe qui m'offre le plus d'opportunités de gagner. Puis, si on compare les Giants et les Blue Jays, il y a quand même certains points de comparaison. Là. Ils sont dans des divisions qui sont très fortes en passant, là, d'entrée de jeu. Tu es dans les divisions des Yankees, des Dodgers, c'est sûr qu'à la base, attache ta tuque avec la broche. Exact. Je sais, Pascal, que les Blue Jays, les dirigeants des Blue Jays ne vont pas effectuer de signature pour plaire à l'équipe marketing de l'équipe comme objectif numéro 1. Mais citer l'équipe marketing, promouvoir des départs de Justin Verlander, puis dire aux gens du Québec, par exemple, venez faire un tour à Toronto, Max Scherzer lance samedi, ça se vend bien. Là, ça aide à faire relever l'équipe dans le bon sens, là, en ce sens où c'est le fun de promouvoir Max Scherzer là, pour les Blue Jays de Toronto. Je n'avais pas ça dans ma manche là, dans les dernières années. Là, on ne s'attendait pas à ça. Ben, c'est un prix de consolation intéressant, selon moi, puis qui se brande bien. Pour le département marketing, comme tu le dis, c'est un match de week-end pour attirer plus de gens au stade des Blue Jays, que Scherzer lance le vendredi, le samedi ou le dimanche. C'est sûr que tu vas avoir plus de gens qui vont acheter leur billet. C'est un gagnant, c'est un gars qui a gagné partout où il a passé. Il a encore le feu dans les yeux, puis c'est un lanceur d'instinct. On comparait tout à l'heure avec Gausman, Bassett, Berrios, qui sont plus des lanceurs méthodiques, qui vont se préparer pour un match en fonction du livre qu'il a représenté. Scherzer, lui, il va y aller tout pour le tout. Là. Lui, c'est de passer le plus de joueurs possible dans la mitaine. Puis c'est ça qui plaît aux amateurs de baseball, justement. Avoir des coups de circuit, avoir des retraits au bâton. Puis Scherzer, c'est l'athlète idéal pour vendre des billets. C'est pas mal plus sexy un samedi soir avec Max Scherzer sur la butte que Chris Bassitt, sans rien enlever à Bassitt. C'est sûr que c'est plus vendeur. Puis on le voit déjà là, sur les réseaux sociaux, l'équipe marketing des Blue Jays, on voit des images de Scherzer avec une caméra qui est très près de son visage. Tu vois déjà le feu dans ses yeux avec des images de retrait au bâton. Donc, c'est sûr qu'on va se servir de cette signature-là pour vendre le produit. Puis ça peut juste être meilleur pour les Jays. Ça allait pas bien dans cette saison morte-là. Il se passait absolument rien ou presque. Là, je dis pas qu'on a signé le prochain récipiendaire du trophée Cy Young, mais quand même, ça amène quelque chose de plus qu'on n'avait pas dans cette formation.
Ça amène quelque chose de plus, puis ça peut être intéressant aussi dans les médias, parce que s'il y a une séquence de défaites, Sébastien, là, je pense pas que Max Scherzer va être du genre à sortir la cassette puis à dire qu'on est sur le bon chemin de peut-être s'en sortir. Non, si ça va mal, là, je te l'annonce, tu vas le savoir. Là. Puis quand tu parles de cassette, tu parles-tu de celle de John Schneider ou moi, c'est le premier nom qui m'est venu en tête là, quand on parle de cassette. Le bon vieux John est excellent dans ce répertoire-là, mais c'est sûr, Scherzer. Puis, tu sais, des fois, on disait que l'équipe manquait d'énergie, manquait un petit peu quelque chose dans cet abri-là depuis le départ des Oscars, Lourdes Gurriel Jr. D'amener ce genre de joueur-là, peut-être que ça va donner une petite étincelle qu'on avait besoin à Toronto parce que à certains soirs donnés, là, c'était assez beige, les Blue Jays. Ouais, c'est en fin de saison, là, c'était pas tentant là, d'aller au Rogers Center, mettons. Le seul désavantage, c'est que c'est un lanceur, puis il sera pas sur le terrain à tous les jours. Mais n'empêche qu'il y a un élément de marketing, il y a un élément aussi de motivation supérieure là, à l'intérieur du vestiaire, puis à l'intérieur de l'abri. Puis John Schneider, il pourra pas rester passif. Impassible durant toute la saison. Il va avoir un électrochoc près de lui dans l'abri, puis je pense qu'il va sentir le souffle de Scherzer assez régulièrement. Oui. Si Matt Chapman a été capable de dire que ça n'avait pas de bon sens qu'il lance à Ohtani parce que c'était le seul joueur potable dans l'alignement des Angels, là, Scherzer il est capable de dire x1000. Il va en avoir pour son argent. Il y a mon père ici qui nous mentionne en Scherzer, ça va faire du bien d'avoir un vrai gars de caractère dans l'équipe. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Là, en effet, c'est sûr que ça va changer un petit peu la dynamique. Puis d'ailleurs, Sébastien, il y a Chris Bassitt qui l'a connu à New York, là, qui a dit avant, quand on a appris que Scherzer signe à Toronto, il dit écoute, j'ai parlé à plusieurs partants, j'ai parlé à plusieurs releveurs pour leur expliquer comment gérer Max Scherzer. Là, parce que il est reconnu comme un bon gars d'équipe, puis il est reconnu comme un gars qui est bon pour la culture d'une équipe, mais il est quelque chose à gérer pareil. C'est un caractère. C'est quand même. Ah, vas-y, Pascal. Non, vas-y, Sébastien, vas-y. Ben, j'allais juste dire, c'est quand même paradoxal que Chris Bassitt parle de comment gérer un gars alors que lui-même lance ses coéquipiers sous l'autobus à certains soirs ou n'a pas l'air d'être nécessairement le meilleur des coéquipiers, mais c'est un peu drôle. Mais oui, quand un joueur a ce genre de caractère-là, à certains moments, ça peut être plus difficile de dealer avec ça pour des joueurs peut-être qui sont plus réservés, qui sont plus des leaders silencieux. Mais d'avoir quelqu'un qui a déjà négocié avec Scherzer, ça ne peut pas nuire. Le pire scénario, c'est que Scherzer se blesse. Ça, c'est le pire scénario. Puis, j'allais dire qu'en prime, Scherzer pourrait être un élément qui attirait Pete Alonso. On peut comprendre ça, on peut lire ça entre les branches. Est-ce que ça va se concrétiser? Ça, c'est une autre paire de manches. Je sais qu'on va en reparler plus tard. Oui, Pete Alonso, c'est un dossier en soi. Je pense que la semaine prochaine, on va encore se jaser puis on va faire coudon. Pete Alonso, y a-tu les deux pieds sur la plage? Y a-tu oublié d'ouvrir son téléphone? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ça, c'est un cas qui est à part. On a David ici qui nous mentionne qu'on a parlé d'Alek Manoah tantôt. Et oui, il est sur la liste des blessés de 60 jours parce que il a subi une opération Tommy John. Donc, il va revenir si tout va bien au mois d'août. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il lance au camp d'entraînement. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il lance en première moitié de saison. Ça va prendre quelques départs, au moins un mois dans les mineurs là, à lancer aux 5 jours pour revenir. Puis après ça, il va pouvoir challenger là, les gars qui sont dans la rotation puis revenir dans le baseball majeur. À moins de blessures, là, ça va être difficile de revenir dans cette rotation-là. Là, après un Tommy John, après ses déboires, ça va prendre des performances extraordinaires à son retour pour se frayer un chemin jusqu'au baseball majeur. Oui, puis c'est pas toutes les équipes qui peuvent se permettre d'avoir une rotation à 6 lanceurs. Les Dodgers le peuvent parce que, entre autres, parce qu'Ohtani, il va avoir son titre de two-way player, donc il ne comptera pas comme un des 13 lanceurs. Tu peux avoir 14 lanceurs avec Ohtani dès le moment où il aura lancé une vingtaine de manches cette saison en 2025. Ceci étant dit, les Blue Jays, c'est pas pareil. Puis, Pascal, des gars comme Chris Bassitt, comme Jose Berrios, comme Kevin Gausman, c'est des gars qui lancent beaucoup. C'est des gars, il y a une couple d'années, là, quand il y a eu une blessure dans la rotation,
Justement, quand Manoah s'était blessé dans sa fameuse saison désastreuse 2023, ils ont dit on va rouler pendant une couple de semaines à 4 partants. Ils ont lancé plus de manches. C'est ça. Puis l'an passé, en fin d'année, le dernier match de la saison ne voulait rien dire. Puis Chris Bassett, il dit non, je ne peux pas imposer 9 manches à la relève. Je vais le faire mon départ comme prévu, même si tu m'as donné congé puis que ma saison est supposée être terminée. Fait que, tu sais, José Berrios, qui n'a jamais manqué un départ dans sa carrière, là, si je ne me trompe pas. Là. Pas juste, ça n'a jamais été sur la liste des blessés. Tu sais, c'est des gars comme ça que tu ne peux pas nécessairement leur dire les boys, on va se battre pour les séries. On va y aller à 6. Tu sais, je pense pas que. Peut-être que tout le monde va être bien magané puis que ça va faire leur affaire à ce point-ci, mais présentement, j'ai de la difficulté à envisager une rotation à 6 juste pour accommoder Manoah. Là. S'il veut sa place dans la rotation, il va devoir la mériter. Puis contractuellement parlant, Scherzer et les 3 vétérans qui sont là depuis une couple d'années, si ces gars-là sont en santé, ces gars-là sont dans la rotation, il n'y a aucune question. Ben, la question ne se pose pas, effectivement. Puis comme tu le dis, Sébastien, je pense que pour Manoah, ça va être très, très, très difficile de repercer l'alignement, de repercer la rotation. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis le chemin, oui, il a fait déjà une partie du chemin, mais d'avoir une opération en plus de ses contre-performances, puis du fait qu'il était un peu déconnecté de la réalité pendant un bout de temps, il a reculé, il ne veut pas, dans sa progression. Puis juste de reprendre le temps perdu, ben déjà, il s'est éloigné de son objectif. Puis avoir une rotation à 6, comme tu le dis, Charles-Alexis, pour les Dodgers, ça peut aller, là, en fonction du statut d'Ohtani. Mais pour une équipe comme les Blue Jays, qui vont, tu sais, on ne peut pas dire qu'ils vont avoir une année exemplaire pour chauffer les Yankees, exemple, mais jusqu'à preuve du contraire, ils vont être dans la course jusqu'à épuisement des stocks, si on veut. Fait qu'une rotation à 5 est plus logique dans ce contexte-là. Je pense que oui. C'est comme on le disait, c'est pas tout le monde qui peut y aller à 6. Puis je pense pas que les Blue Jays sont de ce lot-là. Les Dodgers, c'est vraiment la tempête parfaite là, avec tous les blessés, avec le statut d'Ohtani, avec tous les Japonais qui sont là. Mais c'est pas l'argent qu'il y a à LA, évidemment. Mais non, c'est pas tout le monde qui est dans cette position. Mathieu qui nous demande Manoah pourrait pas commencer en longue relève. Peut-être, mais Manoah n'a jamais lancé en relève de sa carrière. Moi, j'ai plus l'impression qu'il n'y a pas de place pour lui. On va l'envoyer à Buffalo. Je viens de vérifier justement pendant que Pascal parlait, puis il lui reste des options pour aller dans les mineurs, donc il n'est pas obligé de passer au balotage. Moi, c'est peut-être plus une option que j'envisagerais, mais écoute, en temps et lieu, là, il est tellement tôt pour parler de ce qui va se passer au mois d'août, donc peut-être qu'à ce moment-là, ce sera la solution là, de l'amener en relève. Si jamais il y a une vente de feu, il va avoir sa place. Ça, c'est sûr. Parce que s'il y a une vente de feu, Max Scherzer s'en va. Également, oui, c'est ça. Lui, si Max Scherzer est en santé, je vous l'annonce, il fait les séries. Je ne sais pas si les Blue Jays font les séries, mais Max Scherzer, il fait les séries. Il y a une clause de non-échange, il va aller où est-ce qu'il veut. Je suis persuadé là, qu'il y a un gentleman's agreement là, avec les Blue Jays de dire, ben écoute, si on n'est pas en série, on va travailler avec toi puis on va t'envoyer où tu veux. Ça ne sert à rien de le garder non plus. Là. Non, exactement. Puis un gars qui s'en va au temple de la renommée dans une couple d'années, s'il accepte de signer chez toi dans ces conditions-là, ben tu dis d'accord, puis tu le sais. Ça aurait été une étoile filante. Absolument. Jean-Michel ici, Pascal qui nous mentionne, et avec Pete Walker, ça peut vite être difficile parce qu'il est rarement capable de ramener les lanceurs quand ils sont dans le dur et rarement les espoirs sur l'ensemble d'une saison, à part Manoah avec qui la chaîne a débarqué. Moi, ce que ça m'inspire en parlant de Pete Walker, c'est de se dire ça va être tough de sortir Scherzer du monticule. Hein? C'est une chose de sortir Bowden Francis, c'en est une autre de sortir Max Scherzer. Oui, puis on s'entend que Pete Walker, il y a un ego aussi. Là. Il y a une grande trappe, là. Il y a un ego. Puis d'avoir Scherzer sur le monticule, qui est un véritable bulldog, là, il risque d'y avoir un petit peu de flamèche en cours de saison. Puis il va falloir qu'il approche Scherzer d'une façon différente que quand il parle. Exemple, tu l'as nommé, là, Bowden Francis ou même d'autres qui sont un petit peu plus dociles. Donc, pour Walker, va devoir faire un petit peu un état de conscience de dire je vais placer de l'humilité dans ma relation avec Scherzer parce que c'est lui. C'est lui qui a eu cette carrière-là, c'est pas moi. Là. Donc, ça va changer un petit peu la dynamique par rapport à Pete Walker, effectivement. Absolument. Matt ici qui nous mentionne après Josh Donaldson pour son caractère, voici Max Scherzer. Donaldson, ça a bien réussi à Toronto. Il était dans les bonnes années de sa carrière, ceci dit, parce que Sébastien, je vois ta casquette des Yankees sur la tête, Donaldson en fin de carrière. Je pense pas que tu parles à un partisan des Blue Jays, tu parles à un partisan des Yankees, tu dis Josh Donaldson, c'est pas les mêmes souvenirs qui reviennent en tête. C'est deux joueurs complètement différents. On ne parle pas du même gars. Là. C'est comme si c'est ça. C'est que les Yankees, en fin de carrière, ils ont ramassé un joueur qui était, en anglais, on dit wash, là, il ne restait plus rien dans la tank. Puis
oui, il restait le caractère, mais qui ne fitait pas avec les performances sur le terrain. Donc, ça donnait droit à des situations qui n'étaient pas bonnes pour l'équipe, qui n'étaient pas bonnes dans l'abri, qui n'étaient pas bonnes sur le terrain. Donc, c'était vraiment pas un bon fit. Mais pour ce qui est de ces années à Toronto, par contre, là, ça a été des saisons extraordinaires. On a eu le meilleur de Donaldson au meilleur de sa carrière à Toronto. Donc, vraiment, c'est pas on ne peut pas faire la comparaison avec Scherzer parce que lui est en fin de carrière, mais si on prend les deux joueurs dans leur prime, on peut faire des comparaisons. Ceci dit, je pense que Scherzer va offrir de meilleures performances que Donaldson en fin de carrière. Oui, absolument. Absolument. Mathieu qui nous rappelle ici que Donaldson a commencé un downhill après Toronto. Je pense que de toutes les équipes qu'il y a eu, tu parles aux partisans des Blue Jays, tu parles aux partisans des Braves, sont satisfaits de ce qu'il a amené. Toutes les autres équipes, il y a eu du négatif, mettons. Pascal, on a David ici qui nous mentionne, non, ça c'est pour plus tard, excusez-moi, je voulais parler de Pete Alonso. Pete Alonso est-il vraiment une option pour les Blue Jays? Écoute, on entend beaucoup de commentaires, Pascal, de gens qui disent, écoute, s'il avait vraiment voulu avec les Blue Jays, il aurait déjà signé. Mais si on joue à l'avocat du diable, on peut dire, s'il veut vraiment être avec les Mets, il aurait déjà signé aussi. Parce qu'à ce point-ci, je comprends qu'on négocie encore certaines offres ici et ça, mais on est dans le bon ballpark. Il n'y aura pas d'offre qui va sortir du champ gauche en disant, écoute, on se tient vers 3 ans, 70 ou 75 millions de dollars avec des options de sortie. Moi, je vais te l'offrir finalement, le contrat de 7 ans que tu voulais. Ça n'arrivera pas à ce point-ci. Là. C'est impossible que ça arrive. Fait que, la question, c'est, il va signer quand, lui? C'est un mystère. C'est un mystère. Puis il y a beaucoup de gens qui se posent comme question pourquoi il n'a pas déjà changé d'agent. Est-ce que c'est l'agent qui nuit? Est-ce que c'est lui qui nuit? Est-ce que c'est la situation en général qui fait qu'il n'arrive pas à se trouver de boulot à ce stade-ci? Pour la question du fit avec les Blue Jays, Alonso, à toute fin pratique, pourrait devenir une police d'assurance advenant le départ de Vladimir Guerrero Jr. Ce qui est une question justement que Mathieu se posait. Ça pourrait être ça, mais si c'est le cas, puis qu'on identifie clairement Alonso comme étant la police d'assurance, ça veut presque dire que Vladimir Guerrero va partir. Fait que si on veut faire taire cet élément-là, on met plus les efforts sur Vladimir, puis on laisse tomber Alonso. Maintenant, est-ce qu'Alonso pourrait aider les Blue Jays dans son rôle de frappeur de puissance, on est loin du frappeur de moyenne, là, mais il y a encore des bonnes années devant lui, il y a encore de la puissance devant lui. Puis oui, il peut faire une différence. Il frappe de la droite. On a besoin de frappeurs gauchers à Toronto, là, mais ça reste à voir. Moi, d'un autre côté, Sébastien, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut parler de police d'assurance parce que si Pete Alonso, il vient, c'est un court contrat puis il sort de son entente dans un an, devient agent libre en même temps que Guerrero. Moi, j'ai l'impression que c'est pour amener de l'attaque pour essayer de gagner avec Guerrero en tant que tel. Ceci étant dit, il existe un monde où Guerrero s'en va dans un an puis que Pete Alonso, s'il signe à Toronto, ben, il reste après un petit peu plus longtemps. Donc, je ne pense pas que c'est nécessairement impossible, mais je ne pense pas qu'on l'amènerait pour servir de police d'assurance parce que j'ai quand même l'impression que la priorité, ça demeure de signer Guerrero. Puis que d'amener Alonso, ça pourrait juste l'aider à avoir une meilleure année. Oui, il faut que la priorité soit Guerrero. Par contre, si on croit que c'est une police d'assurance, ben, tu parlais de contrat de 7 ans tantôt, où il faudrait peut-être lui donner plus, puis peut-être moins d'options de sortie, parce que si ça va bien, il va sortir de son contrat. Donc, tu te retrouves un peu les mains vides. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, peut-être que du côté des Jays, on ne croit pas à nos chances, mais j'irai chercher Alex Bregman bien avant Pete Alonso. Ça comble un besoin à l'avant-champ. Il est plus utile sur le terrain. Là. Exactement. Du côté gauche, on a un trou béant. On peut déplacer des joueurs à l'avant-champ, mais au premier coussin, on a déjà Vladimir. On pousserait Alonso dans un rôle de frappeur de choix. C'est sûr que si tu n'es pas capable d'aller chercher Bregman, tu amènes un bâton comme Alonso, ça va t'aider. Peu importe où il va jouer, qu'il soit frappeur de choix au premier coussin. Mais la priorité pour moi, ce serait Bregman. Là, reste à voir. Je pense qu'on a une offre sur la table. Si Bregman ne veut rien savoir, on ne peut pas rien faire. Mais à prioriser un des deux, pour moi, c'est clair. Moi, c'est l'inverse. Moi, je priorise Alonso au détriment de Bregman parce que je pense que Bregman, son contrat, il ne veut pas signer à court terme. Puis s'il signe à court terme, ce ne sera certainement pas à Toronto.
Je pense que Bregman, son contrat va très mal vieillir. Je le dis depuis des mois, j'ai l'impression que ça peut être le pire contrat. J'exclus Roy de Soto là, parce que c'est dans une autre galaxie ce contrat-là, là, mais je pense que ça peut être le pire contrat de la période d'agent libre. J'ai l'impression que dans le pire des cas, il peut devenir un deuxième Javier Baez. J'ai pas le sentiment que ce contrat-là peut bien vieillir. Les Blue Jays ont vraiment besoin de puissance pure et dure. Pete Alonso est plus puissant. Puis les Blue Jays ont quand même à la base une bonne défensive. Je serais pas. C'est pas idéal, mais ce serait pas totalement horrible d'envoyer une fois de temps en temps Guerrero au 3, puis une fois de temps en temps Will Wagner au 3, puis Ernie Clement, puis de réappiécer un peu le troisième but pour s'assurer d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup de puissance. Si tu as un Alonso, Guerrero, Santander, tu viens résoudre des problèmes que tu as dans les 2 dernières années, puis tu n'es pas pris avec lui à long terme avec un mauvais contrat. Donc, je te dis pas qu'Alex Bregman n'est pas la solution, mais Sébastien, d'un autre côté, quand on le regarde comme ça, je me dis peut-être qu'un Pete Alonso, peut-être dans l'optique où les Blue Jays doivent prioriser l'attaque, peut-être que ce serait plus Alonso la solution. Mais t'es-tu plus avancé si Alonso sort de son contrat l'an prochain? Tu sais, les Blue Jays, si on y va froidement, là, ils n'ont aucune chance de remporter les grands honneurs l'an prochain. Donc, si Alonso a une bonne mais dans saison, l'optique, moi, j'y vais dans l'optique où c'est l'objectif du club. Oui, je comprends que c'est l'objectif du club. On peut l'acheter ou pas, moi je ne l'achète pas, mais c'est leur objectif. Non, mais il faut rester réaliste. Si tu vas chercher Alonso qui sort de son contrat, que tu perds Vladimir, tu as complètement les mains vides, c'est terminé. Ouais. Tandis que oui, peut-être que Bregman, ça va finir par être le pire contrat du baseball en ce moment, mais tu vas avoir quelqu'un qui va être là au moins pour les premières années, qui va donner ce qu'il a à donner. Tu sais qu'est-ce qu'il va pouvoir te donner. Je ne sais pas. C'est pas évident. Puis de toute manière, les Blue Jays, c'est difficile d'aller chercher des joueurs. Si jamais Bregman veut signer, je pense qu'on n'a pas le choix. Ça, on est d'accord là-dessus. Moi, je pense que ce qui nuit à Alonso actuellement, c'est sa position. C'est rare que les équipes ont comme priorité de la recherche d'un joueur de premier coussin, encore moins la priorité d'aller chercher un frappeur de choix. Puis c'est ce qui risque de nuire à Vladimir Guerrero Jr. à long terme aussi. De l'avoir cloisonné dans un poste de premier coussin ou de frappeur de choix, ben, veut pas, si tu ne donnes pas la lune, oui, les gens vont dire ben, pourquoi Ohtani a eu ce contrat-là dans un rôle de frappeur de choix, mais quand Ohtani est en pleine possession de ses moyens, il est capable de lancer aussi le bonhomme. Là. Fait que Ohtani, c'est un cas à part. Vladimir, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il n'est pas capable de lancer. C'est le cas d'Alonso. C'est pas le cas d'Alonso Alonso non plus. Fait que c'est plus la position de premier coussin ou de frappeur de choix qui ne donne pas beaucoup d'options à une équipe, puis que c'est pas si prisé que ça. Bregman, c'est peut-être pas la solution à long terme non plus, même si lui, il veut un contrat à long terme, mais au moins, il est plus utile sur le losange que les autres peuvent l'être. Mais comme tu dis, Charles-Alexis, si la priorité des Jays, c'est d'ajouter un bâton, ben, le bâton d'Alonso, à comparer avec celui de Bregman, ben, c'est sûr qu'Alonso donne plus de puissance que Bregman. Mais le débat est intéressant, puis j'aime ça que tu aies amené aussi Ohtani dans la conversation. Puis Ohtani, on s'entend, il a aussi été payé pour ce qu'il est capable pour ce qu'il est. Pour l'aspect marketing de la chose, là, oui. Quand les recettes que tu obtiens du Japon avec un gars comme Ohtani, c'est sûr que ça justifie un peu le contrat, mais la position, c'est tellement ça. Puis dans le baseball d'aujourd'hui, Pascal, la polyvalence est tellement importante aux yeux des dirigeants. Fait que c'est sûr que c'est notamment ce qui fait en sorte que même si Alonso est probablement meilleur frappeur que Bregman, Bregman, il risque d'avoir un contrat plus à long terme parce qu'il est capable de jouer au troisième coussin, puis il a dit que ça y tentait d'aller jouer au deuxième. Je ne sais pas si ça y tente pour vrai, mais ça y ouvre des possibilités. Donc, ça, c'est sûr que ça change la donne à ce niveau-là. Il y avait un groupe de joueurs là, dans les années, je dirais, les années 70-80 des expos qui s'appelait le Boss Squad, là, où ces joueurs-là, il n'y avait pas de talent particulier, mais ils étaient capables de jouer partout. Oui. Puis aujourd'hui, on les retrouve moins, ces joueurs-là, parce que tu décroches ton contrat en fonction de l'aura de ta position. Mais il n'empêche qu'en 2025, d'avoir des joueurs polyvalents, ça a encore sa place. Absolument, absolument. Les gérants aiment ça, bouger leurs effectifs. Puis, il y en a qui l'ont peut-être trop poussé. Là, les Giants, des dernières années, là, il n'y avait à peu près pas de joueurs qui jouaient 162 matchs à la même position. C'était peut-être un petit peu intense. Tout le monde jouait partout. Oui, c'est ça. Mais ils n'ont pas eu beaucoup de succès non plus dans les dernières années, tu me diras. Mais la polyvalence est quand même à la mode. Messieurs, on a enflammé la section commentaires avec le petit débat Bregman-Alonso.
Mon père, c'est qu'il nous mentionne Alonso serait toute une prise pour Toronto et Bregman serait un bon fit avec les Tigers. Ce serait le fun de voir Bregman avec les Tigers pour cette organisation-là là, qui est en train de construire quelque chose. Là. Je maintiens que ce ne sera pas un contrat dans une couple d'années, mais la fenêtre s'ouvre en ce moment pour les Tigers. Fait que t'ajoutes un gars comme lui avec les ajouts qui ont été faits récemment, ça pourrait être intéressant. Ben voyons, ils ont Gleyber Torres. À partir de là, c'est sky is the limit. Là. C'est vrai, on dirait que j'y avais comme pas pensé. Faut que t'entoures Tarik Skubal. On ne sait pas combien de temps il va rester à Détroit. Là. Tu peux pas gagner un départ. En série, on l'a vu. Là. Quand il était sur la butte, il remportait le match. Quand il n'était pas là, c'était une défaite ou presque. Là. Exact. Flaherty va aider, je pense. Oui, certainement. Les Jays doivent ramener leur véritable identité, la puissance, un retour aux années Donaldson, Bautista, le perroquet Encarnacion et Vlad. Mathieu ici qui nous dit Bregman, c'est pas un peu comme un deuxième Chapman, bonne défense, mais le bâton est plus tranquille. Il a déjà été meilleur frappeur que ça, Sébastien, dans les dernières années. Ouais. Toi, tu penses-tu que le fait de changer d'air, justement, c'est un aspect qui pourrait aider le bâton d'un Alex Bregman? Tu sais, dans le contexte, là, que ce soit à Détroit, que ce soit à Chicago, à Boston, à Toronto, dans un alignement où il peut être protégé différemment, penses-tu que ça peut l'aider? Certainement. Bregman a beaucoup plus de bâtons que Chapman. Chapman n'a jamais été reconnu pour son bâton, tandis que Bregman, dans les bonnes années des Astros, on le plaçait dans le haut de l'alignement puis il faisait le travail. C'était un excellent bâton dans le haut du rôle offensif. Donc oui, un changement d'air pourrait ramener un petit peu ce bâton-là qui a perdu du lustre dans les dernières années. Un peu comme les Astros. C'était moins évident. C'était pas les Astros des belles années. Donc nécessairement, il y a eu des répercussions sur Alex Bregman qui était beaucoup moins protégé dans l'alignement. Donc, d'arriver dans une formation, si on prend l'exemple des Jays, tu le places au deuxième rang avec Vladimir derrière, ça change un peu tout. Là. C'est très différent que... Il était encore dans le haut de l'alignement avec les Astros, parfois un petit peu plus bas, mais il n'y avait pas beaucoup de monde pour l'entourer. On avait un Kyle Tucker, c'est vrai, mais il n'était pas toujours placé dans un bon endroit par rapport à Bregman. Altuve qui frappe devant lui. Donc, c'était pas toujours évident d'arriver dans une structure peut-être un petit peu plus établie avec un petit peu plus de puissance. Mais c'est sûr que ça pourrait l'aider. Puis il faut se poser la question aussi, quand un joueur autonome choisit une destination, un frappeur principalement, c'est le stade où je m'en vais, est-ce qu'il est favorable au frappeur ou il est favorable au lanceur? Pour Bregman, autant que pour Alonso, est-ce que de venir jouer à Toronto, c'est favorable, considérant qu'il y en a un qui joue à New York, l'autre joue à Houston? Est-ce que Bregman à Détroit, c'est une meilleure destination pour lui en fonction du stade? Puis moi, je me pose la question aussi, Bregman, Alonso, qui serait plus en mesure de protéger Guerrero Junior dans l'alignement? Est-ce que c'est Santander qui va jouer ce rôle-là de protecteur de Guerrero Junior? Il y a une foule de facteurs qui font qu'on spécule encore au moment où on se parle. Là. Absolument. Un Bichette, Bregman, Vladimir, Santander, 1, 2, 3, 4, là, on commence à parler. Là. On parle. Si Thibaut Bichette revient à ses standards, là, ça commence à être un... on commence à jaser. Oui, puis là, après ça, tu tombes à... des milieux bas d'alignement, tu tombes à des Springer, des Varsho, des Kirk. C'est sûr que ça ferait quand même une bonne différence, là, si on ne se le cachera pas. Là. Des gars qui seraient dans leur chaise. Springer n'est plus un premier frappeur, mais tu le descends au 5e, 6e rang, ça change la donne. Ça, on s'entend. Puis moi, d'ailleurs, j'en démarre pas. Là, si ça continue, je pense qu'il s'enligne peut-être pour jouer un petit peu plus comme frappeur de choix parce qu'il a perdu son poste au deuxième but. Là, mais Will Wagner comme premier frappeur, du moins contre les lanceurs droitiers, là, contre les gauchers, c'est une autre histoire. Mais ça te prend une option pour ramener Springer au moins au rang numéro 5. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal, là, mais dans les dernières années, Springer, là, c'est plus le premier frappeur que c'était. Non, bien effectivement. Puis c'est un joueur qui a même changé de position en défensive. On veut le protéger. Ouais. On veut qu'il reste le plus longtemps possible dans l'alignement. Puis de le changer de position au niveau du bâton, ben, c'est une sage décision aussi. Parce qu'il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas le rôle de bougie qu'il avait là, auparavant. Puis oui, c'est un frappeur. C'est un premier frappeur qui avait l'habitude de frapper la longue balle. Mais il n'y a peut-être plus ça non plus dans ses options, ou moins du moins. Là. Non, exactement.
Puis quand ça va pas bien, George Springer. Puis un premier frappeur qui ne va pas sur les sentiers, ça donne absolument Mais rien. non. là. exactement. Puis il tente pas de changer, d'essayer de placer la balle en lieu sûr. Il continue à s'élancer pour la longue balle. Puis là, il s'enlise, mais tu peux pas commencer ton rôle offensif avec un gars qui est un retrait quasi automatique. On revient aux commentaires de tantôt ici. David Kulmanson, croyez-vous à la rumeur de Tatis Jr. avec les Blue Jays? J'ai vu son nom circuler en tant que tel. Je ne suis pas prêt à dire que c'est forcément une rumeur. Ceci étant dit, Sébastien, moi, je me dis peut-être pas cette année, mais on le sait qu'éventuellement à San Diego, avec les propriétaires, on veut couper dans le gras un peu. Si les Blue Jays n'arrivent pas à retenir Vladimir Guerrero Jr., penses-tu que ce serait logique d'appeler les Padres et de se dire, écoute, allons chercher un Tatis qui gagne beaucoup d'argent, mais les Blue Jays ont de l'argent. Puis c'est un. Tu sais, Tatis, s'il est à son meilleur, comme il est en train de le redevenir après tout ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est un game changer. C'est un gars qui peut dynamiser ton alignement. Est-ce que tu penses que ça devrait être une possibilité pour les Blue Jays, comme je te dis, dans l'optique où Guerrero part? Parce que s'il reste, je pense que c'est une discussion différente. Là, mais... Ben, j'irais même jusqu'à pousser, même si Vladimir demeure à Toronto, pourquoi pas s'il est disponible. Moi, le seul bémol que j'amène, c'est on va payer avec quoi du côté des Jays? Moi, je pense qu'on va payer en prenant de l'argent. Je pense pas que tu as besoin de sortir beaucoup d'espoir si tu prends beaucoup d'argent. Oui, mais est-ce que c'est les seuls qui vont faire ça? J'ai de la misère à voir les Jays avoir l'avantage par rapport à d'autres formations du baseball majeur, que ce soit en espoir, que ce soit de retenir de l'argent. Ça, oui, ils sont capables. Mais je pense vraiment qu'une autre équipe pourrait arriver et payer plus d'espoir pour aller chercher un Tatis. Il n'y aura pas seulement les Jays qui vont être dans la course, puis ça risque d'être difficile à ce moment-là. Moi, j'ai de la difficulté à m'imaginer les deux dans la même équipe, Tatis et Guerrero Jr. Puis ils n'ont pas les deux la même personnalité, mais c'est deux poster boys, c'est deux visages de concession. Puis d'avoir les deux, oui, ton équipe devient meilleure, assurément, mais d'avoir les deux, je me pose des questions à savoir, bon, est-ce qu'un va faire ombrage à l'autre? Tatis, on l'a vu avec San Diego, on pensait tous que c'était le leader de l'équipe. Finalement, mais c'est plus Machado. Puis encore là, on se pose des questions sur le leadership de Machado. Ouais. De le voir partir de San Diego, ce ne serait pas surprenant. De le voir aboutir à Toronto avec Guerrero, peut-être un peu plus. Mais à un moment ou à un autre, si on veut gagner à Toronto, ça va prendre une autre vedette avec Vladimir, puis Vladimir, il va devoir l'accepter. Que ce soit, ça va rester le visage de la franchise, mais ça va prendre une autre vedette à un moment ou à un autre si on veut remporter un championnat à Toronto. Mais Sébastien, il y a eu le débat quand Bichette allait bien. Il y avait le débat, on choisit lequel. Lequel est notre super vedette? Sur qui on veut bâtir notre avenir? Les performances de Bichette ont diminué beaucoup. Puis ça a été un peu à l'avantage de Vladimir qui, lui, a pris toute la place, au détriment des Blue Jays, évidemment, là, du rendement des Blue Jays. Mais ton argument est très bon. Si tu veux gagner, mets tes égos de côté, mets ton égo de côté, puis travaille pour l'équipe. Puis c'est ça que tout joueur devrait avoir comme philosophie. Malheureusement, on est dans un sport professionnel d'égo aujourd'hui, puis on doit composer avec ça. Mais je pense que ça passerait parce que les deux ont l'air de bien s'entendre de ce qu'on comprend dans les dernières années. Puis c'est Vlad qui aurait le plus gros contrat. S'il reste à Toronto à long terme, il va gagner plus que Tatis. Moi, j'ai l'impression qu'on le saurait quand même, que c'est le club de Guerrero, mais le raisonnement est bon quand même. C'est très il gagnerait plus que Nick Suzuki? Là, ça viendrait briser la... Lane Hudson va gagner combien, lui? Ça fait le tour, messieurs, de ce qu'on avait pour le bloc sur les Blue Jays, qui a été plus long qu'on pensait, mais très intéressant parce que les commentaires sont très, très, très nombreux. Donc, on vous remercie pour ça. Là. Il y a des commentaires aussi sur d'autres équipes. Là. Il y a beaucoup. Notre section commentaires est très, très, très remplie aujourd'hui, messieurs. Donc, je pense que c'est le temps d'y aller avec ailleurs dans la MLB. Pascal, Nolan Arenado, quand les camps d'entraînement vont commencer dans les prochaines semaines, est-ce qu'il va être encore à Saint-Louis ou est-ce qu'il va être
à Boston, non, pas à Houston, certainement pas à Houston. Mais est-ce qu'il va être ailleurs qu'à Saint-Louis, tu penses? Quelle distraction, hein? Je pense que les Cards n'avaient pas besoin de ça. Est-ce que les Cards sont en reconstruction, en reset? Est-ce qu'on veut juste se débarrasser des supposés leaders qui n'étaient, en fait, qui ne jouaient pas ce rôle-là? Je ne sais pas, Charles-Alexis, je ne connais pas la réponse. Moi, j'ai comme l'impression qu'il a joué en sa défaveur en refusant la transaction à Houston. Puis le gars, il a une clause de non-échange, il a le droit de choisir sa destination, il ne voulait pas y aller. Mais en même temps, il a brisé un certain momentum. Il a menotté son directeur général à lui choisir une destination. Maintenant, c'est beaucoup Boston qui est dans la discussion. J'ai comme l'impression qu'il va être à Saint-Louis encore au début du camp d'entraînement, puis que ça va se régler dans les semaines qui vont suivre. Mais pour les Cards, là, c'est une distraction. Là. On ne s'attendait pas, Sébastien, on dirait, à ce que ce soit aussi gros que ça, dans le sens où on se disait, en début d'hiver, c'était, si l'opportunité est là, on va l'échanger. Puis je me souviens plus qui a dit ça cette semaine, mais j'entendais, je me demande si c'est pas à MLB Network, quelqu'un qui disait, écoute, si le gars qui est un des meilleurs joueurs défensifs de tous les temps dit, je suis prêt à aller jouer au premier but, c'est que la situation est plus grosse qu'on pense. Là. Oui, c'est ça. Puis les Cards, on veut s'en départir. Là. C'est rendu clair. Là. C'est pas seulement si on a l'offre. On essaye, on a essayé, on veut se débarrasser, entre guillemets, de Nolan Arenado et de son contrat surtout. Donc, Pascal, tu l'as bien dit. Il a probablement raté sa chance avec les Astros. S'il se retrouve à Boston, c'est pas vrai que les Red Sox ont une meilleure formation que les Astros, même s'ils sont vieillissants. Avec toute l'expérience qu'on a, on va se retrouver encore en séries éliminatoires. Les Red Sox, il n'y a rien de moins sûr. Donc, il a manqué le train. Ben, moi, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas parce que sachant que les Astros, avec Bregman, c'était terminé, ben là, tu te dis, ma place, elle est là. C'est ça. Mon chemin, il est tracé d'avance. Je ne le comprends pas. Exactement. Puis là, tu te retrouves dans une formation où on a déjà Tristan Casas au premier coussin. On cherche à s'en départir. OK, d'accord, mais on a Rafael Devers qu'on veut déplacer au premier but aussi, qui va probablement terminer comme frappeur de choix. C'est pas la meilleure option. C'est sûr que probablement parmi les équipes qui restent, qui sont intéressées à ces services, c'est les Red Sox qui ont la meilleure offre. Mais vraiment, là, Arenado a manqué sa chance. Arenado, la meilleure affaire qui pourrait lui arriver pour lui, là, je pense, mais je n'ai pas l'impression que ça va arriver, là, pas tout de suite du moins, là, Pascal, c'est qu'une des deux équipes de New York, des clubs qui ont de l'argent, décide de se dire, c'est quoi, j'ai besoin de m'améliorer au troisième but, puis j'ai le goût de prendre une chance avec Arenado. Mais à ce point-ci, ils ne sont pas dans les rumeurs. On n'est même pas sûr qu'il veut aller avec les Yankees. Peut-être que la présence de Paul Goldschmidt pourrait le convaincre du contraire. Mais en ce moment, les deux équipes de New York ne sont pas là. Évidemment, on sait que son grand rêve, ça aurait été les Dodgers, mais ça, c'est pas réaliste en ce moment de la façon que c'est construit. Mais j'ai l'impression là, qu'il doit y avoir une partie de lui qui se dit, hey, si un des deux New York appelle, moi, je veux sauter là-dessus. Oui, puis aller à Los Angeles, là, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Ouais. Tout le monde veut aller avec les Dodgers, mais à un moment donné, ils ne feront pas deux équipes pour le plaisir d'en faire deux. Oui, peut-être que New York peut devenir une destination, mais encore là, est-ce que ça va être la bonne chaise pour lui? Est-ce que le momentum va être bon? Oui, les deux équipes ont de l'argent. Oui, les deux équipes peuvent répondre de présent quand c'est le temps de payer le chèque de paye, mais est-ce que pour lui, c'est la bonne chaise? Je ne suis pas certain de ça. Puis, s'ils ont de l'argent tant que ça chez les Mets, ben, il aurait possiblement signé Alonso depuis belle lurette, mais encore là, ça, on ne sait pas. On n'est pas dans le secret des dieux. Là. Non. Mais tu penses, Pascal, qu'il y aurait une meilleure chaise à Boston que dans les deux clubs de New York? Parce qu'à New York, les Yankees, on a un trou au troisième coussin. On veut placer Jazz Chisholm Jr. au deuxième. Chez les Mets, on peut déplacer Mark Vientos au premier but, ce qui libérait une place pour Arenado. Moi, je me pose juste la question, pourquoi les Yankees ne sont pas dans le décor actuellement? S'ils le sont, ils sont en catimini parce qu'on ne parle que des Red Sox. On a parlé autant des Astros dans le temps qu'on parle des Red Sox. Mais non, Sébastien, je ne pense pas que Boston est une meilleure chaise pour Arenado que les Yankees pourraient l'être. Mais c'est deux équipes prestigieuses en passant. Là. Si tu veux finir ta carrière avec les réflecteurs sur toi, ben c'est deux destinations quand même prisées. Mais non, Boston n'est pas une meilleure destination que les Yankees. Là.
Ben, pour le cas des Yankees, je pense que c'est une question de seuil de la taxe de luxe. Si on réussit à se départir du contrat de Marcus Stroman, je pense qu'on va arriver dans le Derby Nolan Arenado. Puis c'est un peu la même chose avec les Mets. Hein. Les dirigeants, à part Steve Cohen, probablement, on veut prendre cette année-là pour être finalement sous le seuil Steve Cohen, puis arrêter de payer un prix de fou, puis faire un reset au niveau de la taxe de luxe. Donc, je pense que c'est un peu ça qui arrive dans les deux équipes de New York. Sinon, je pense qu'on aurait déjà acquis Arenado. Si jamais c'est Nolan Arenado qui refuse d'aller à New York et qui a déjà refusé d'aller à Houston, ben là, ça restera son problème, puis il faudra peut-être évaluer son cas. Là. Si je suis les Red Sox, je sais que c'est pas la même palette de prix, là, mais Alex Bregman est clairement un meilleur fit que Nolan Arenado parce que Bregman peut avoir une valeur au deuxième coussin. Tu sais, si tu places Bregman au deuxième but un peu, puis là, éventuellement, tu n'es pas obligé de l'échanger cette année, mais éventuellement, tu échangeras Tristan Casas parce que inévitablement, Rafael Devers s'en va au premier, ben, ce sera une chose, mais si tu vas chercher Bregman, si tu vas chercher Arenado, Pascal, j'ai l'impression que tu t'obliges à enclencher ce processus-là un peu trop rapidement d'échanger Casas, qui est un très beau joueur de baseball, puis de tasser Devers au premier, ce qu'il ne veut pas faire tout de suite. Mais si tu vas chercher Bregman, tu peux le faire l'an prochain, tu peux le faire dans 2 ans, échanger Casas, puis envoyer Devers au premier, puis dans 2-3 ans, tu leur switcheras au troisième but ou tu signeras un troisième but à ce moment-là. Tu sais, je pense que ça presserait moins si tu avais un Alex Bregman d'enclencher tout ce processus nécessaire-là, de se débarrasser de Yoshida aussi comme frappeur de choix dont personne ne veut à cause de son contrat. J'ai l'impression que ça mettrait trop de pression rapidement pour les Red Sox d'aller chercher un Nolan Arenado. Oui, puis on parlait de polyvalence. Bregman est clairement plus polyvalent qu'Arenado. Même si dans leur prime, tout le monde prenait Arenado 100 000 $, mais ni un ni l'autre n'est dans son prime. Là. On s'entend là-dessus. Moi, par rapport au jeu de domino là, qui est en train de se dessiner à Boston, j'ai un drôle de feeling par rapport à ça. Devers va éventuellement s'en aller au premier coussin. On veut se débarrasser de Tristan Casas. On dirait que là, on essaie de jouer au jeu de domino ou au jeu d'échecs, de placer la bonne personne à la bonne place. Il me semble que c'est pas une attitude de gagnant, là. C'est plus une attitude de dire, bon, qu'est-ce que je fais dans le moment présent pour moins mal paraître ou je ne sais pas. C'est pas bâtir l'avenir d'une bonne façon, c'est pas jeter des bases solides tant qu'à moi. Tant qu'à ça, va chercher les bons joueurs pour les bonnes positions, puis dis, joue le tout pour le tout, puis je m'en vais avec ça. Tu sais, Devers, c'est pas le meilleur joueur défensif, là, on s'entend là-dessus. Puis de l'envoyer au premier coussin, ben oui, tu le gardes dans l'alignement pour son bâton. Puis oui, actuellement, le frappeur de choix coûte cher. Fait qu'éventuellement, on pourrait trouver quelqu'un d'autre pour le frappeur de choix. Mais c'est pas une game intéressante là, selon, dans ma lecture à moi. Là. Moi, j'ai l'impression, Sébastien, comment ça va finir. Là, les Red Sox, ça fait des années là, qu'ils investissent sur leur banque d'espoir puis est en train de rapporter. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont être patients puis qu'ils vont juste promouvoir des espoirs ou en fait être patients, pas tant que ça. Je pense que s'ils ont des trous, ils vont juste. Temps, autrement dit. Ouais, c'est ça. Puis en fait, je disais être patient, c'est le contraire. S'il y a des trous, ils vont dire ah, ben Christian Campbell est prêt, même s'il n'a pas connu un bon camp. Tac, on va l'amener. Puis il va y avoir quelques bons jeunes comme ça qui sont super forts, qui vont peut-être amener trop rapidement pour combler les trous. J'ai l'impression que ça va peut-être finir comme ça aussi, puis qu'il n'y aura pas de Bregman, puis pas d'Arenado, puis que le club va garder son argent. Peut-être, quoi qu'on entend beaucoup le nom des Red Sox dans les différentes rumeurs. Fait que, je pense qu'on est là. Est-ce que ça va se concrétiser? Je ne le sais pas. Comme tu l'as mentionné, on a d'autres options qu'on peut utiliser. Est-ce que c'est la chose à faire? Je ne le sais pas. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser pour essayer de rivaliser avec les Yankees, les Orioles qui sont peut-être... pour les Yankees, ils sont souvent là, mais les Orioles arrivent proche de leur prime. Je ne sais pas si la stratégie devrait être à Boston de dépenser pour rivaliser avec ces équipes-là, alors qu'on sait qu'on est encore loin. Il y a beaucoup de trous encore dans cet alignement-là. Donc, j'ai l'impression que c'est la chose à faire d'être patient, mais jusqu'à quel point tu peux être patient en ayant des revenus qu'on a à Boston, on a des revenus faramineux, puis là, on ne dépense pas. On va perdre une base de nos partisans en agissant de la sorte, puis c'est difficile de revenir en arrière par la suite. Mon père qui nous mentionne à ce niveau-là, ça ressemble à de l'improvisation du côté des Red Sox. Il y a...
monde qui est aligné sur. Si c'était Alex Cora qui décidait, mettons, je pense que ça ferait longtemps qu'Alex Bregman serait là, mais c'est pas Alex Cora qui est en charge du projet. Ça va donner ce que ça va donner. Sébastien, dernier petit point avant de passer à la période de questions. Dans les derniers jours, on a appris que l'arbitre Pat Oberg, je ne pensais pas parler d'arbitre cette semaine au podcast, mais qui est un arbitre qui était... On chiale souvent sur les mauvais arbitres. Lui, c'en était pas un. Là. Il était très, très bon avec sa zone des prises. Il avait appelé une partie parfaite en série mondiale dans le sens où après, on passe l'épreuve des faits puis on est capable de voir s'il y a des prises qui auraient dû appeler des balles ou quoi que ce soit. Et durant un match de série mondiale en 2022, si je ne me trompe pas, aucune erreur. Il avait appelé tous les bons lancers à chaque fois. Et là, on apprend finalement, Sébastien, qu'il y a une histoire de gambling derrière tout ça. Tu peux-tu nous parler de son cas un peu? Bien, juste avant, là, cette partie parfaite-là, il n'a pas fait ça le 27 avril. Là. Il a fait ça en série mondiale. Ouais, puis, c'était pas juste un fait divers qui arrive une fois de temps en temps. Là. À tous les matchs, il y avait d'excellentes statistiques. C'était probablement le meilleur officiel du baseball majeur. Donc, c'est vraiment dommage de perdre un arbitre de cette trempe-là parce que, on va se le dire, là, il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres, puis c'était pas son cas à Pat Oberg. Donc, c'est triste parce que, surtout que, oui, c'est une situation de gambling, mais il a partagé un compte avec un ami. C'est pas lui qui a placé les paris, mais son ami a parié sur le baseball, ce qu'il n'aurait jamais dû faire quand tu partages un compte avec un officiel du baseball majeur. Ça, c'est stupide, mais puis j'ai beaucoup aimé la réaction de Pat Oberg dans le sens, j'accepte le blâme, vous avez raison, je vais tout faire pour revenir. Je pense que c'est la chose à faire. C'est probablement c'est une mauvaise gestion de cette situation-là qui est survenue, mais c'est vraiment dommage de perdre un officiel qui était si bon. Pat Oberg, donc, qui a été congédié parce que, justement, tu l'as dit, il a partagé son compte de gambling avec un ami qui, lui, pariait sur le baseball. Oberg a dit qu'il n'a jamais parié sur le baseball. Autre raison, c'est pourquoi il a été congédié, c'est que pendant l'enquête, il a supprimé des messages textes qui auraient pu servir à l'enquête. Donc, ça il n'a pas aidé sa cause. Mais non, il n'a pas aidé sa cause. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi. Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans, hein, parce que les sites de paris sportifs sont devenus des commanditaires majeurs du sport actuellement. On ne voit que ça, que des publicités de paris sportifs. On est dans un monde qui est virtuel, qui est basé beaucoup là-dessus, qui est devenu peut-être même plus important que le sport en soi. Puis, il y en a qui se font avoir. Tu sais, on pense à Calvin Ridley au football qui s'est fait avoir. Il y en a d'autres. Lui, cet officiel-là, il s'est fait avoir. Puis oui, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Puis oui, il aurait dû être plus prudent. Puis oui, c'est un bon officiel. Puis là, malheureusement, le baseball majeur va devoir se priver de l'un de ses meilleurs officiels. Il y en a d'autres qui auraient dû gager avant lui. Mais, entre autres. Mais n'empêche que c'est hypocrite. T'sais, si tu ne veux pas que tes joueurs, tes arbitres, tes officiels, tes gérants, tes coachs, peu importe, soient impliqués dans de telles situations, éloigne-toi. Enlève un peu l'apparat des paris sportifs de ton écosystème, de ton environnement, parce que c'est de l'hypocrisie pure et dure. Tu acceptes les sous qui viennent avec les commandites, mais tu n'acceptes pas tout ce qui vient avec par la suite. Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Ça n'arrivera jamais qu'ils vont se dissocier des paris sportifs parce que c'est beaucoup trop payant. Ils ne fermeront jamais la porte à l'argent. Non, c'est rendu où on est, tu ne peux pas reculer. Non. Tu peux pas reculer. Donc, messieurs, allons-y pour la période de questions. Question intéressante ici de Matt qui nous dit « Si nous avons à subir une transaction à la Luka Doncic dans la NBA, qui peut être cet échange dans la MLB? Luka Doncic, qui est un des meilleurs joueurs de la NBA, qui a, écoute, je ne connais pas assez le basket, là, mais je vais dire 25 ans, là, il n'est pas très, très vieux, a été échangé à la surprise là, des Mavericks aux Lakers. Moi, j'ai l'impression que si on veut trouver un parallèle, Pascal, dans le baseball majeur, il faut que ce soit un des meilleurs joueurs du baseball, il faut qu'il soit dans son prime. Il ne faut pas que ce soit un joueur trop vieux. J'ai l'impression qu'on l'a vécu un peu dans les dernières années avec Mookie Betts. Si j'avais à soumettre un nom dans les prochaines années, Pascal, moi, ce serait celui de Paul Skeens. Parce que Paul Skeens,
Il est un des meilleurs déjà de sa profession. Et il joue pour une équipe qui ne voudra probablement pas le payer. Il y a des chances que Paul Skeens, dans quelques années, ne joue plus avec les Pirates de Pittsburgh. Donc, c'est le nom que j'ai envie de soumettre. S'il n'avait pas signé un contrat à long terme, je t'aurais peut-être parlé de Bobby Witt Jr. aussi. Mais là, il est signé à long terme avec les Royals. On peut penser qu'ils vont être tentés de le garder. Mais Paul Skeens, ce serait probablement ma prédiction. Ben, tu as nommé Tarik Skubal tout à l'heure, à savoir combien de temps il va rester à Détroit. Moi, je pense que, puis c'est sûr qu'il était plus jeune à l'époque, là, mais quand Juan Soto a été échangé par les Nationals de Washington, il était plus jeune que Luka Doncic, là, mais c'était un peu le parallèle que moi je peux faire avec un joueur plus jeune qui avait gagné à Washington puis qui tentait d'aller gagner ailleurs. Mais Skeens est un excellent choix, puis moi je mettrais peut-être Skubal aussi dans cette catégorie-là. Sébastien, as-tu un nom à lancer dans le chapeau? Ben, on vient de mentionner Juan Soto. Moi, j'irais avec Juan Soto, pas pour la formation pour laquelle il va jouer, parce qu'on le sait que les Mets ne se départiront pas de Juan Soto, ils vont le payer, ça, il n'y a aucun problème. Mais en termes de joueur, dans la mi-vingtaine, qui reste encore de belles années, qui est dans son prime, qui est un des meilleurs joueurs du baseball majeur, c'est comme si une équipe échangerait Juan Soto. Je ne parle pas des Mets, mais si Juan Soto, comme tu mentionnes, Paul Skeens, était avec les Pirates, bien, probablement que ça arriverait. Là. Je suis assez d'accord. C'est pas un vilain choix. Sinon, je pensais peut-être à un Gunnar Anderson. C'est représenté par Scott Boras. Ça se peut qu'il ne signe pas de prolongation de contrat à long terme qu'il l'échange, mais je pense pas qu'Anderson a le nom de Luka Doncic dans la NBA. C'était vraiment là, c'était une surprise. Là. Même moi qui suis moyen le basket, j'ai fait le saut. Là. Fait que ça en prend quand même beaucoup. Sébastien. L'année 2025, est-ce que la puissance d'Eli de la Cruz, on va la voir un petit peu plus ressortir, tu penses? Moi, j'ai l'impression, Eli de la Cruz, là, il va voler des buts, il n'y a pas de problème. C'est le candidat, c'est le genre de gars qu'une année donnée, il va se maintenir à, je sais pas, 20, 25, 30 circuits, puis une année donnée, il peut en frapper 40. Moi, je pense qu'une fois dans sa carrière, il peut frapper le 40-40. Parce qu'il va avoir une année de fou en termes de puissance. Donc, je te pose la question, est-ce que c'est Tito Francona qui va développer cette puissance-là? Tu lis dans mes pensées, je vais dire un mot, Tito. S'il y a un gars qui peut faire une différence dans la carrière de la Cruz, c'est lui, c'est Francona. Je ne dis pas qu'il va l'amener nécessairement à devenir un frappeur de puissance, mais il va l'aider à développer cette puissance-là en combinaison avec la vitesse incroyable d'Eli. Je pense que de plus en plus, on va voir cette puissance-là. Est-ce que ça va être dès cette année? On va travailler là-dessus. Mais c'est sûr qu'à un moment ou à un autre dans sa carrière, très bientôt, on va voir cette puissance-là être démontrée de façon plus régulière pour De La Cruz. Il va être intéressant à suivre, Pascal. Là. Déjà, dans les dernières années, il était le fun. Là, dans les prochaines années, là, quand ce gars-là décide de courir, moi, ce que j'aime de ce gars-là, c'est ça, c'est que il est capable de tout faire sur un terrain, mais quand tu lui demandes qu'est-ce que tu préfères, il dit « Ah, moi, j'aime ça courir. » C'est rare qu'un joueur répond ça. Moi, c'est là que si Francona veut travailler un peu, veut polir le talent de la Cruz, le risque, c'est peut-être de lui demander de faire des choix. Est-ce que tu peux augmenter ton niveau de puissance en courant autant sur les sentiers? Ohtani, il a prouvé que lui était capable de tout faire. Il était capable de courir, il était capable de frapper pour la moyenne, pour la puissance. Est-ce que De La Cruz est dans cette catégorie-là? Je ne pense pas. Est-ce qu'il est capable d'accomplir d'aussi grandes choses sur une base régulière? Je ne pense pas. Je suis un peu de ton avis, Charles-Alexis. Une année, il peut avoir 45 circuits, mais ce ne sera pas un frappeur de 45 circuits régulièrement. S'il veut continuer d'avoir du plaisir à courir sur les sentiers, peut-être que ça va se faire au détriment de sa puissance. Je ne sais pas. Si Francona veut polir un aspect, il veut qu'il devienne plus puissant, peut-être que Francona, étant de la vieille école, il va lui dire « Écoute, mon homme, tu as un choix à faire. » Ou si tu continues de faire les deux, tu ne seras jamais un frappeur de 47 Mm-hmm. Même dans le cas d'Ohtani, ton point est excellent, mais même dans le cas d'Ohtani, la saison extraordinaire qu'il vient de mettre au tableau, il était seulement frappeur de choix. Il ne lançait pas. Il n'a pas fait le choix de ne pas lancer, mais quand même, ça lui a donné cette opportunité-là de mettre ses chiffres cette année qui étaient tout simplement extraordinaires. Oui, parce qu'en lançant, c'est sûr qu'il ne pourra pas avoir ces chiffres-là en attaque. Là. Non, c'est sûr qu'en termes de coup de circuit, probablement, en termes de but volé, non, ils vont le retenir un peu. Oui. Puis c'est correct. Oui, parce que les risques de blessure augmentent. Là. Exact. Mais on dévions sur Ohtani un petit peu.
personne ne s'attend à ce que durant les 9 années restantes de son contrat, il lance. On s'attend à ce qu'il frappe durant les 9 années, mais pas les dernières. On a vu c'était quoi un Shohei Ohtani qui se concentre tout simplement à frapper pendant qu'il est dans son prime. Peut-être qu'un jour, dans 4-5 ans, s'il y a plus de difficultés sur le monticule ou à gérer ses énergies, on va en faire un voltigeur, puis on va lui dire, ben là, justement, amuse-toi, mon homme, puis tu pourras envoler des buts, puis tu pourras faire ce que tu veux. Ça aussi, Pascal, ça pourrait être un aspect intéressant quand même un jour. Ben effectivement, mais tout va dépendre jusqu'à quand il va lancer. Ouais. Puis jusqu'à quand les Dodgers vont vouloir l'avoir dans leur rotation. Mm-hmm. Parce que c'est un bijou, là. Puis ton bijou, ben, c'est dans quelle vitrine tu veux le mettre, là? Dans quelle vitrine tu veux le présenter? Ben, ce sera le choix des Dodgers, puis le choix de Shohei aussi. Surtout lui, parce que il y en a beaucoup qui disent que justement, il carbure à ce double rôle-là. Cette année, c'était un mal nécessaire, il était blessé, c'est une chose, mais il aime ça faire les deux aussi. Il adore frapper, mais il déteste pas ça lancer non plus. Il aime être ce moteur-là pour son équipe. Donc, ce sera à suivre. Il y a mon père, tantôt, qui nous mentionnait probablement en réponse à la question, genre, ce serait qui le joueur qui pourrait être échangé? Acuna contre Tatis. Ça, c'est vrai que, niveau salaire, ça ne fait pas pantoute. Mais en termes de ce qu'on recherche, là, d'une transaction qui nous lancerait à terre, ça, je suis très d'accord avec ça. C'est vrai que c'est deux noms d'impact. On l'oublie souvent, Acuna Jr., hein? C'est quasiment un joueur sous-estimé. Là. À cause de ses blessures. Oui, exactement. C'est sûr qu'il n'est pas là 1 an sur 2, mais c'est un joueur de balle là, tout simplement phénoménal. Mais on dirait qu'il est, comme tu l'as mentionné, probablement en raison de ses blessures, mais il est toujours un petit peu derrière les autres. Oui. Parce que quand il est là, il change complètement là, le visage de l'équipe. Là. Puis on le voit encore là, sur les fantasy baseball pour la prochaine saison. Même s'il a manqué la plupart de la saison, il est encore dans le top 5 actuellement. Oui. J'ai l'impression que son contrat joue peut-être contre lui aussi, dans le sens où il y a tellement un petit contrat qui ne frappe pas l'imaginaire. Chapeau à Alex Anthopoulos d'avoir eu cette vision-là de le signer. Il n'y aura peut-être probablement pas le même rabais quand il va le re-signer dans quelques années. Là. Il y a un contrat de 100 millions de dollars sur 8 ans, donc 12,5 par année. Oui, il y avait des années d'arbitrage là-dessus, mais il y avait des années d'autonomie aussi. Donc, c'était un coup de maître d'Alex Anthopoulos qui n'aura probablement pas cette chance-là 2 fois. Ronald Acuna, il fait du bénévolat en ce moment. Oui, quasiment. Si tu compares aux autres contrat, là, il joue gratuitement. Ah, c'est sûr que, mettons que Acuna et Soto vont au restaurant, je sais qu'ils ramassent la facture. La mère de Juan Soto? Ben oui. C'est ça. Fait que la réponse, c'est Steve Cohen, finalement. Exactement. Au final, oui. Il paye tout. Sébastien, je te lance cette question-là que je trouve intéressante. Avez-vous une idée où Brandon Rogers pourrait se retrouver après les Rockies? C'est un joueur qui ne deviendra jamais une vedette dans le baseball majeur, mais qui peut combler un rôle quand même. Il a été lié aux Yankees dans les dernières semaines. Le vois-tu à New York? Pourquoi pas? C'est le genre de joueur que j'aime, qui est capable de tout faire, qui fait rien de façon spectaculaire, mais qui fait tout de belle façon. Donc oui, je pense que ça va dépendre de la suite des choses dans les prochaines semaines. Est-ce du côté des Yankees, je parle, est-ce qu'on va se départir de Marcus Stroman? Est-ce qu'on va libérer un petit peu d'argent pour justement améliorer cet avant-champ-là? C'est là qu'on a une lacune. Donc oui, si on n'est pas capable d'aller chercher les joueurs qu'on veut en ce moment, qui sont probablement supérieurs à Rogers, c'est une belle option de rechange parce que ça va prendre un joueur qui est capable de prendre des matchs comme réguliers. Parce que présentement, on a DJ LeMahieu, Oswaldo Cabrera qui sont là, qui risquent de se partager le travail, mais ni l'un ni l'autre. DJ LeMahieu est en fin de carrière, c'est très difficile du côté des blessures, puis Cabrera, c'est pas un joueur régulier. Il peut faire le travail sur une courte période, mais il le fera pas toute l'année. Donc, on a un problème à ce niveau-là, puis un joueur comme Rogers peut faire le travail. Pascal, on a une question de Tyler ici qui nous dit: que pensez-vous des arbitres électroniques qui s'en viennent bientôt dans le baseball majeur? Personnellement, je trouve que ça dénature le baseball. Les mauvaises décisions font partie du sport et ça a toujours été comme ça. Évidemment, il y a le format arbitre robot en tant que tel qui appelle les balles et les prises. Il y a les formats de demander une révision un peu comme au tennis quand on n'est pas sûr de l'appel de l'arbitre. Ce ne serait pas systématiquement un robot à 100% qui contrôlerait l'arbitrage, mais toi, comment tu vois ça, le futur de l'arbitre, qui pourrait probablement pas être acheté avec des paris sportifs, ceci étant dit, c'est un robot. Moi, c'était mon point. S'il n'y a pas dans sa programmation une notion de paris sportif, on est en business. Mais
Moi, l'arbitrage électronique, écoute, c'est pas dans ma philosophie. Là. Je veux dire, les arbitres ont fait partie du sport professionnel depuis que le sport professionnel existe, peu importe, tout sport confondu. Puis quand je vois les reprises vidéo, que ce soit au baseball, malgré qu'au baseball, c'est assez rapide, les reprises vidéo, quand on compare au hockey où on passe 6 minutes, 7 minutes sur une reprise. Hier, la game du Canadien, 10 minutes, là, une game à 10h30, ça n'a pas de bon là, sens. je ne l'ai pas trouvé drôle. Là. Mais tu sais, ça n'a tout simplement pas de bon sens. Non. Donc, la valeur de l'électronique, on ne se fie plus à l'instinct des arbitres. En plus, tu sais, au hockey, ils sont rendus 4 sur la glace. Avant, ils étaient 3. Ils sont 1 de plus. Puis en plus, on ne se fie pas sur eux pour un hors-jeu, on ne se fie pas sur eux pour plein de choses. Bien là, on revient au baseball. Tu sais, que les arbitres qui soient bons, qui soient moins bons, de les remplacer par une machine, moi, j'ai de la difficulté avec ça. Oui, on peut le tester. On l'a testé dans les mineurs. Oui, on peut faire le test dans le baseball majeur, mais ça n'aura pas le même goût, ça n'aura pas la même signification. Puis les vrais, là, les puristes, là, c'est sûr qu'ils vont être contre, mais en même temps, les puristes, ils sont comme les dinosaures, ils finissent par disparaître. Là. Puis, mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Là. Moi, j'ai l'impression, Sébastien, aussi que je pense que c'est Max Scherzer, justement, qui disait ça il y a une couple d'années, qui disait, moi, ma solution, c'est que de rendre les arbitres un peu plus imputables de leurs décisions, dans le sens où on parle beaucoup des arbitres qui sont mauvais. Là, on parle beaucoup plus des Angel Hernandez que des Pat O'Berg en termes de performance. Lui, ce qu'il disait, c'est, mettons, si tu es dans les 10-15% qui sont les moins bien classés, peut-être être relégué dans le 3 puis en monter d'autres, avoir une espèce de système d'alternance pour garder les arbitres au sommet de leur art. Peut-être que ça passe aussi plus par une espèce de système comme ça que de dire carrément, à partir de maintenant, le catcher, il n'y a plus de job de framing. Tu as juste à attraper la balle, puis l'arbitre va décider, le robot va décider si c'est une balle ou une prise. Il y a peut-être une nuance à aller chercher entre les deux aussi. Là. Oui, il y a une nuance à aller chercher, mais je n'ai pas l'impression qu'on va y aller avec un système de récompense ou de classement. On a regardé la dernière série mondiale, il y avait des officiels qui étaient classés 60e parmi les arbitres qui étaient là en série mondiale. Ça n'a aucun sens. Donc, je ne vois pas le baseball majeur changer drastiquement de ce côté-là. Tu vois pas le baseball majeur changer? Oui. On a fait quand même quelques changements dans les dernières années. Il faut leur donner. Là, on a innové à certains niveaux. Mais je pense pas qu'on puisse remplacer les officiels complètement, mais d'amener un système de révision. Tu l'as vu, toi, Charles, tu l'as vu live là, dans les mineurs. Ça se fait tellement bien. Ça arrive 2-3 fois par match. Ça ne change pas l'allure du match. Ça n'enlève pas le travail des receveurs. Donc, mais ça fait juste que dans les situations critiques, on a le bon appel qui peut changer l'issue d'un match. C'est la voie de compromis, selon moi. Je pense que c'est là qu'il faut aller, oui, exactement. Absolument. Ça rentre un peu dans l'esprit de ce que je disais de garder les arbitres imputables, dans le sens où tu ne peux pas contester chaque lancer, mais tu choisis tes moments, puis que tu sois le lanceur, le frappeur ou le receveur. Si tu penses que l'arbitre a fait une erreur, tu tapes sur ta tête comme ça. On se tourne vers le tableau au fond du champ centre. Puis là, il y a la même révision, le même type que le tennis, c'est-à-dire on voit comme la ligne, puis là, ça nous dit clairement si c'est une balle ou si c'est une prise. Ça prenait, sans blague, 8 secondes. Puis si tu te trompes et que tu as demandé un appel pour rien, tu perds un de tes essais, puis tu as le droit à 3 erreurs dans le fond durant le match. Donc, les 2 matchs des mineurs que j'ai vus, là, il y a eu peut-être 5 révisions en tout durant chaque match. Fait que c'est 40 secondes. C'est une quarantaine de secondes. C'est 80 secondes sur 2 matchs. J'ai perdu 1 minute 20 là, pour toutes ces révisions-là. Ça ne me dérange pas, 1 minute 20 sur 2 matchs. Là, le match va durer 1h58 au lieu de 1h56. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, non, c'était un format qui était le fun. Puis moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le format qu'il faut adopter. Pascal, question ici de Sébastien. J'aimerais vous entendre sur Détroit qui risque d'être très compétitif avec Tarik Skubal. Skubal qui est probablement le meilleur, assurément l'un des meilleurs, peut-être le meilleur lanceur du baseball majeur présentement. Pas le nom le plus sexy justement parce qu'il joue à Détroit, mais c'est un lanceur qui est très, très, très efficace. Là, on vient de lui donner Jack Flaherty comme lanceur numéro 2. Il y a plusieurs jeunes lanceurs aussi dans cette rotation-là. Il y a des jeunes qui vont pousser. Trey Sweeney qui s'est révélé l'an passé là, dans la transaction justement de Flaherty avec les Dodgers. Tu as Gleyber Torres qui est arrivé. Tu as Cole qui continue de monter. Donc, il va avoir une belle équipe. Puis, écoute, peut-être qu'il y aura un Alex Bregman, peut-être même qu'il a signé pendant qu'on enregistrait, puis on ne le sait pas encore. Là. Mais ça va être une belle équipe quand même, là, les Tigers de Détroit.
Ben, c'est déjà une belle équipe. C'est une équipe qui a surpris l'année passée. C'est une équipe où tout le monde a monté en même temps, tout le monde a gradué en même temps. Ça va prendre quelques vétérans. Il ne faut pas se fier sur des Javier Baez comme on l'a fait dans le passé, malgré que l'année passée, il me semble qu'on a fait une coupure là, assez significative dans son cas. Ouais. Mais le danger d'une équipe comme ça, c'est que on n'a peut-être pas d'inspiration à l'intérieur de l'équipe. On n'a peut-être pas ce qu'il faut pour dire ce que ça prend pour gagner, c'est ça. Oui, Skubal, c'est un joueur merveilleux, mais Skubal ne peut pas faire gagner sur une base régulière cette équipe-là tout le temps. Oui, Skubal, il va gagner un départ. Il va gagner son départ d'après, mais entre ces deux départs, il y a des matchs. Puis quand ça arrive en série, tu l'as dit, Sébastien, quand Skubal n'était pas sur la butte, ben, Détroit perdait. Fait que ça prend plus que ça. L'arrivée de Flaherty, oui, ça va faire du bien. Je pense qu'on s'est écrit cette semaine à ce sujet-là. Ça va être une rotation de pitbull, sans aucun doute là-dessus. Mais ça prend encore un ou deux vétérans. Puis il me semble que Bregman serait une belle solution dans le vestiaire, sur le terrain. Puis jouer au grand frère là, avec tout ce groupe-là qui est très homogène, mais il n'y a personne qui peut dire « Moi, je deviens le leader incontesté » à part Skubal qui est un lanceur. Absolument. On parlait de Bregman, justement, Sébastien Olivier qui nous demande est-ce qu'Alex Bregman pourrait combler le trou béant au troisième but avec les Yankees? Est-ce qu'il pourrait? Définitivement. Est-ce qu'il va le faire? Non. Non, je pense pas. Puis c'est une question salariale. Encore là, on en a parlé tantôt, mais les Yankees, présentement, si j'allais dire, sont un peu liés, sont pas liés du tout. S'ils voulaient dépenser, ils dépenseraient. Là. On le vu avec les Dodgers, il n'y a aucun problème là. Mais on ne veut pas y aller, on ne veut pas dépasser ce seuil-là. On veut rester compétitif. Ils l'ont été, ils se sont rendus en série mondiale, mais on ne veut pas nécessairement. On a quand même un conseil d'administration à satisfaire. Ça ne fonctionne pas comme par le passé à New York. C'est pas le bon vieux Georges qui décide de tout. Donc, on a des comptes à rendre. Je vois pas d'avenue possible où Alex Bregman débarque à New York. Dans le contexte financier des Yankees en ce moment, il n'y a pas vraiment de possibilité à ce niveau-là. Pascal, on a une question de Matt ici. Comment voyez-vous les Rays de Tampa Bay cette saison dans le classement de l'Est de l'Américaine? Les Rays qui vont avoir des défis en termes de stade, de jouer dans un stade des mineurs, le stade de camp d'entraînement des Yankees, des défis d'horaire parce qu'on a déplacé beaucoup de matchs pour ne pas jouer dans la grosse chaleur floridienne trop souvent en été. On joue dans une division où est-ce que, bon, c'est quand même relevé. Là, il y a plusieurs équipes qui tentent de gagner dans cette division-là. Donc, comment tu vois cette saison-là 2025 pour les Rays, Pascal? Ça va être distrayant, évidemment. Là. Ça ne sera pas un long fleuve tranquille parce que les Rays, personne ne s'attend à des miracles d'eux de toute façon d'année en année. Ils sont toujours sous le radar. Ils font toujours leur petit travail, mais ils sont toujours au rendez-vous. Fait que je ne vois pas cette année différente des autres. Je vois les Rays dans un milieu de classement. S'il y a une bonne saison, peut-être qu'ils vont se battre pour les séries. S'il y a une moins bonne saison, ben, ils vont rester au milieu de classement et puis ils ne pourront pas se classer. Mais n'empêche que cette équipe-là est bien gérée, on le sait. Cette équipe-là ne dépense pas inutilement, en fait, ne dépense pas du tout. Mais réussit quand même à engranger des victoires bon an, mal an, puis de jouer dans cette division-là avec leur appétit à investir qui n'est pas là, ben, c'est un défi. Puis là, le défi, c'est de jouer dans un stade qui n'est pas le leur. Ben, c'est beaucoup de défis, mais en même temps, je les vois performer comme ils l'ont toujours fait, c'est-à-dire à la hauteur de leurs moyens. J'aime ta réponse. J'ai hâte de voir. Tu sais, les Rays, j'ai pas envie de parier contre eux jusqu'à temps qu'ils nous donnent de raisons de parier contre eux. Puis quand je dis parier, je le dis pas dans le sens Pat O'Berg, là, je le dis dans le sens. Mais non, on les tiendra pas pour mort avant qu'ils nous donnent des preuves, disons. Sébastien, la division centrale de l'Américaine sera folle cette année. Vous voyez une équipe qui se démarque. La seule équipe qui va vraiment se démarquer, c'est les White Sox, c'est négativement. C'est sûr, c'est sûr. Tu sais, je le dis en joke un peu, mais ils vont clairement être 4 poches en dessous de tout le monde. Ils sont déjà écartés des séries au moment où on se parle. Là. Ils sont déjà écartés des séries 2026, je pense. Les Twins, ça risque d'être dur, Sébastien, dans le sens où on n'investit pas sur le projet. Tu sais, on a signé Carlos Correa en lui disant écoute, on va améliorer l'équipe, ça va être le fun. Il a signé, puis ils ont fait bon, ben ça suffit.
Fait que ça, c'est bien le fun pour ça. Peut-être que s'il y a une vente chez les Ils ont perdu propriétaires, la ça carte pourrait de changer. crédit, je pense. Ouais, je pense que oui. J'ai l'impression que ça va jouer peut-être entre les 3 mêmes équipes que l'an passé. Moi, Sébastien, tu sais, les Tigers montent, c'est le fun. J'ai de la misère à parier contre les Guardians. Puis, je sais que les Royals aussi peuvent être excellents. Il y a quand même plusieurs bonnes équipes, mais les Guardians trouvent toujours une façon de remonter. Oui, c'est vrai. Par contre, on s'est affaibli du côté des Guardians. C'est pas la même équipe. On avait Josh Naylor qui était là, qui souvent faisait la différence dans les matchs en frappant derrière Ramirez. Est-ce que l'effet du nouveau gérant va se poursuivre l'an prochain? Je le sais pas. Si des fois, c'est l'effet d'une nouvelle arrivée qui insuffle de l'énergie à l'équipe. Je ne sais pas si ça va se poursuivre cette année. Moi, j'ai l'impression que ça va peut-être se jouer entre les Tigers et les Royals. Les Royals, on garde sensiblement la même formation que l'an dernier. On a fait quelques changements de transactions avec les Reds, entre autres. Mais les Tigers se sont améliorés. 2 jeunes formations qui sont en progression. C'est peut-être là qu'on va avoir une course. C'est sûr qu'il ne faut pas écarter les Guardians, mais pour moi, ce n'est pas les Guardians des dernières années. Ben, c'est des Guardians qui sont un petit peu affaiblis, tu l'as dit, mais moi, j'ai de la difficulté à voir à ce stade-ci de leur développement les Royals et les Tigers trôner au sommet de leur division à la fin de la saison, ou s'ils finissent premiers, ils n'auront pas passé tant de jours que ça au premier rang. Fait que, le premier rang risque de changer demain régulièrement. Puis moi, les Guardians, je les compare beaucoup aux Brewers. J'ai vu une statistique récemment, je pense que depuis la statistique concernait depuis la saison 2022, combien de jours une équipe a passé au premier rang de sa division. Les Brewers sont parmi les meilleurs. Ben, les Guardians, je les vois un peu dans la même catégorie que les Brewers. Font pas de flafla, font leur travail, mais sont toujours omniprésents au sommet de leur division, les deux divisions centrales. J'écarte pas les Twins tout de suite, malgré qu'ils n'ont pas investi, mais je vois vraiment une course à 4. Puis avec beaucoup d'échanges de positions en cours de saison. Là. Ça va être une belle lutte. Cette division-là n'était pas intéressante dans les dernières années, mais là, de plus en plus, elle le devient. Donc, ça, c'est quand même bien pour ça. Charles Hugo qui nous demande est-ce que les Jays devraient signer un releveur qui peut lancer plus que 2 manches, même s'ils ont Yariel Rodriguez pour faire la job? S'il est gaucher, oui, parce qu'il manque de gaucher dans cet enclos-là. Le nom m'échappe, Sébastien, mais il y a un releveur là, qui est arrivé des Dodgers en fin de saison, là, qui avait passé beaucoup de temps à Tampa Bay, qui était capable de lancer en longue relève. J'ai vraiment un blanc de mémoire. Il a lancé plusieurs années à Tampa, mais bref, si tu peux aller chercher un vétéran de ce genre-là, oui, peut-être que ça peut être intéressant. Faut qu'il soit gaucher parce que c'est très, très droitier comme enclos en ce moment, Sébastien, chez les Blue Jays. Exact, mais il ne reste pas beaucoup, si je ne me trompe pas, il ne reste pas beaucoup de gauchers sur le marché présentement. Les Yankees viennent de signer Tim Hill. Donc, oui, si on est capable d'aller en chercher un puis de l'attirer à Toronto, ce serait intéressant. Par contre, Yariel Rodriguez peut certainement faire le travail en longue relève, peut donner beaucoup de manches. On le sait, il est capable d'être partant. Donc, il peut faire le travail dans ce rôle-là. Par contre, s'il devait arriver dans la rotation partante, ben là, peut-être qu'on va avoir un petit manque dans l'enclos de relève. Là. Le nom que je cherchais, c'est Ryan Yarbrough. C'est exactement ça. C'est un lanceur gaucher que tu peux sortir comme ça en relève. D'ailleurs, Yarbrough, il n'a pas signé nulle part. C'est le genre de gars que, si lui est disponible, mettons, qui est disponible. S'il veut revenir à Toronto, je le ramènerais. Mais je ne signerais pas nécessairement à tout prix un releveur. Quoique, Pascal, on en parlait tantôt, des releveurs, ça en prend tout le temps. Là. Fait que, si les Blue Jays peuvent en ajouter, puis surtout qu'ils partent de tellement loin que je ne suis pas forcément contre le projet. Là. Messieurs, c'est ce qui va mettre fin au podcast. On a eu énormément de questions, donc merci à tout le monde pour l'engagement. Donc, visiblement, le message s'est passé qu'on est rendu les mercredis à 20h en live sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Puis sinon, évidemment, Sébastien, ceux qui veulent nous écouter dans un format podcast plus régulier, ben, ça peut se faire aussi. Certainement. On va placer l'épisode qu'on vient d'enregistrer sur toutes les bonnes plateformes. Donc, si vous cherchez Passion MLB, le podcast, vous allez nous trouver. Vous allez pouvoir réécouter l'épisode ou l'écouter pour la première fois. Et bien sûr, sur notre site internet passionmlb.com où on place les épisodes du podcast, mais également des articles à tous les jours sur l'actualité du baseball majeur. Et
la semaine prochaine. On a une surprise pour vous. Donc, restez à l'affût. On va annoncer ça dans les prochains jours. Je pense que ça va valoir la peine d'être présent. Oui, absolument. Je pense que vous allez vouloir être là, même si l'épisode de cette semaine était très, très bon. Gracieuseté, notamment de Pascal Harvey. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été là encore une Ça fois. fait plaisir. Moi, je vais retourner dans la cage des frappeurs jusqu'à ma prochaine apparition. Hey, merci les gars, c'est vraiment apprécié et c'est toujours un plaisir de vous côtoyer. Yes, absolument. Plaisir partagé. Donc, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Puis là-dessus, on se dit à la semaine prochaine.